Bonjour, nous allons continuer notre cours d'analyse fonctionnelle, toujours dans le chapitre 5 sur le théorème d'un Banach et ses applications. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés ici exactement, et donc maintenant nous allons reprendre le théorème 3.3 du chapitre 3 où nous avons quelque chose à démontrer, cette inégalité précisément qui reste à démontrer. Alors nous allons voir ça tout de suite. Alors d'abord, il s'agit de ce théorème 3.3. L'opérateur T', l'opérateur dual que nous avons défini, étant donné un opérateur T entre deux espaces vectoriels normés, on définit son dual, l'opérateur dual T', de F' vers E' par cette définition, T' d'une forme linéaire sur F, G est égal à G rond T. C'est une définition très simple. Alors nous avons démontré que T' est continu, la linéarité elle est évidente comme vous voyez. T' est continu grâce à cette inégalité qui découle que la norme d'une combinaison de deux applications, d'une composition de deux applications linéaires est inférieure au produit des normes. Ce qui donne la continuité de T' et en même temps nous montre que norme de T' est inférieure à norme de T. Alors il reste à démontrer cette inégalité. Donc alors nous allons voir ça. Alors pour cela, nous allons borner les normes de T de X sur la boule unité. Donc on prend un élément de la boule unité. Vous voyez ici, un élément X de E de norme 1. Il y a deux possibilités, ou bien T de X est nul, ou bien il est non nul. Dans le cas où T de X est nul, évidemment, la norme de T de X, c'est 0, et c'est inférieur à la norme de T'. Dans le cas où T de X est non nul, alors d'après un corollaire que nous avons vu toujours dans ce chapitre-là, le théorème 5.4, on va le chercher, ce théorème, pour voir plus clair. Le voici, théorème alors ce théorème-ci, 5.4, voici, plutôt le corollaire, l'un des corollaires de plusieurs corollaires. Le théorème de Banach, il a plusieurs corollaires dans ce chapitre. En particulier, celui-ci est très important. Alors, si E est un espace vectoriel et un élément non nul dans E, on peut trouver une forme linéaire sur E qui vaut exactement sur x0 sa norme, c'est-à-dire elle vaut norme de x0 et norme de g égale 1. Alors, c'est ce que nous allons appliquer ici avec un x0 particulier qui est t de x, qui est non nul. Donc, mais ici, on travaille dans f. Donc, t de x est un élément de f. Il existe une forme linéaire sur f. On l'appelle g aussi. On l'appelle g. Donc, qui vaut sur t de x la norme de t de x et la norme de g est égale à 1. Norme de g est égale à 1. Bon, qu'est-ce que nous allons déduire de ça? Alors, norme de T', par définition, c'est le sup des images prises par T' sur la sphère unité. T' est un opérateur qui a comme espace de départ F'. Donc ici, vous avez toutes les formes linéaires de F' qui ont une norme égale 1. C'est les éléments de la sphère unité de F'. Et c'est supérieur à T' de G. Pourquoi? Parce que G est un élément de la sphère unité. Regardez, G appartient à F' et norme de G égale 1. Nous avons obtenu ça grâce au corollaire 5.4. Donc, il est supérieur à T' de G. Mais T' de G, par définition, c'est G rond T. Donc, la norme de G rond T. Et la norme de G rond T est supérieure au module de G de T de X. Pourquoi? Parce que X est un élément de la sphère unité. Et cette norme, c'est le sup de tous les éléments de la forme G rond T de Y lorsque Y parcourt la sphère unité X est un élément parmi les éléments de la sphère unité de E. Et G rond T par cette égalité, c'est norme de T de X.
Ainsi, nous avons démontré que norme de t de x est inférieure à t', à norme de t' dans le premier cas et dans le deuxième cas. Donc le sup de t de x lorsque x parcourt la sphère unité est inférieur à norme de t', ce qui veut dire que norme de t, voilà, vous voyez le sup de norme de t de x lorsque x parcourt la sphère unité de E est inférieur à norme de t'. Et donc nous avons terminé la démonstration de ce théorème 3 qui est resté en suspens parce qu'on a utilisé ici le corollaire de Ham-Banach que nous n'avons pas vu au théorème 3, mais on l'a vu dans ce chapitre. Alors voici un corollaire intéressant, toujours c'est des corollaires du théorème de Ham-Banach, celui-ci, qui nous donne une description de la norme grâce aux formes linéaires sur E. On obtient la norme, une définition de la norme grâce aux images prises par les formes linéaires sur E qui sont de norme inférieure ou égale à 1. Plus précisément, donc si E est un espace vectoriel normé sur le corps K égale R ou C, pour tout x appartenant à E, on a norme de x est égale sup de L de x lorsque L est une forme linéaire sur E de norme inférieure ou égale à 1. Voyons démonstration. Alors, si x égale 0, c'est trivial, parce que vous avez 0, la norme de x sera 0 inférieure à une quantité positive. Alors, si x est différent de 0, quel que soit L appartenant à E', qui a la norme inférieure à 1, c'est-à-dire si on est dans cette situation-là, alors cette image L de x sera inférieure à norme de L, norme de x, ça c'est la continuité. Et puisque L est inférieur ou égal à 1 en norme, donc c'est inférieur à norme de x. Ainsi, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Que quelle que soit la forme linéaire sur E de norme inférieure ou égal à 1, l'image L de x en module est inférieure à norme de x, ce qui donne que cette partie-là est plus petite que norme de x. Voilà ce qu'on obtient. Il nous reste à démontrer l'autre inégalité. Alors toujours ce fameux corollaire 5,4, combien il est utile. Grâce à ce 5,4, alors puisque x est non nul, il existe une forme linéaire que je note L0 pour la distinguer du cas général. L0 appartenant à E', telle que norme de L0 égale 1 et elle vaut en x norme de x. Alors prenons maintenant cette quantité-là. C'est quoi? C'est le sup des modules de L de x lorsque L est une forme linéaire de norme inférieure ou égale à 1. Alors c'est supérieur à norme de L0 de x, le module de L0 de x. Pourquoi? Parce que L0 fait partie de cette description, c'est-à-dire c'est une forme linéaire de norme inférieure ou égale à 1, parce que la norme égale à 1, elle est inférieure ou égale à 1 aussi. Et par conséquent, ce sup, il est supérieur à la norme L0 de x, qui en fait vaut norme de x. Donc on obtient du coup que cette partie-là est supérieure à la norme de x. Donc on a l'égalité dans l'autre sens, et d'où l'égalité. Voilà donc ce théorème, ce corollaire très intéressant qui donne une description de la norme grâce aux formes linéaires. Alors maintenant, nous allons aborder un paragraphe qui est un petit peu à la limite du programme. Donc nous allons nous contenter de donner des définitions et des résultats. C'est la forme géométrique du théorème de Ham-Banach. La forme géométrique du théorème de Ham-Banach, donc nous allons aborder, et ça en premier lieu, donc avec un espace vectoriel sur R, sauf dans le théorème 5,4 où nous allons généraliser pour le cas complexe. Alors d'abord, définissons ce que c'est qu'un espace, un sous-espace affine. M est un sous-espace affine de l'espace vectoriel E s'il existe A appartenant à E et un sous-espace vectoriel M0 tel que M égale A plus M0. Alors un hyperplan dans E, H, c'est
et H est un hyperplan de E s'il existe une forme linéaire L non nulle et un réel alpha tel que H, c'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que L de x égale alpha. Autrement dit, c'est, si vous voulez, c'est L-1 du singleton alpha. Singleton alpha dans R. Donc ça, c'est l'inverse, le L-1 du singleton alpha. Donc ça, c'est un hyperplan. Alors, un hyperplan est donc un espace affine dirigé par le noyau d'une forme linéaire. J'ai oublié de vous dire qu'ici, dans cette écriture, on peut dire que M est un sous-espace affine dirigé par le sous-espace vectoriel M0. Donc, ce que nous dit cette remarque, c'est que lorsqu'on a un hyperplan de ce type-là, alors on peut l'écrire comme un sous-espace affine dirigé par le noyau de la forme linéaire L avec laquelle il est défini. En effet, si je prends un x0 tel que L de x0 égale alpha, bon, vous pouvez dire, est-ce que ce x0 existe? Eh bien, parce que L est non nul, hein, L est non nulle, donc elle est surjective. C'est une forme linéaire non nulle, elle est surjective. Donc si vous prenez alpha, il y a bien un antécédent de alpha, ce x0. Alors il est facile de vérifier que h, ce h-là, est égal à x0 plus quart de L. Donc c'est un hyperplan et c'est un sous-espace affine dirigé par le noyau d'une forme linéaire. Alors maintenant, il peut se passer deux choses. Cette forme linéaire qui dirige cet hyperplan peut être continue ou non continue. Dans le cas où elle est continue, alors l'hyperplan est nécessairement fermé. Parce que vous avez ici le translaté d'un fermé. Ou bien, nous avons dit tout à l'heure que H c'est L moins 1 du singleton alpha. Et le singleton alpha, évidemment, il est fermé. Bon, R qui est séparé. Donc, cet espace est fermé. Dans l'autre cas, c'est-à-dire où la forme linéaire est non continue, je rappelle que toujours on travaille avec des formes linéaires non continues, non nulles. Donc, dans le deuxième cas, si elle est non continue, alors l'hyperplan H est dense. En effet, nous avons vu dans un exercice de travaux dirigés, et ceux qui regardent cette vidéo peuvent faire un exercice comme ça. Lorsqu'on a une forme linéaire sur un espace vectoriel normé, il y a deux cas. Ou bien elle est continue et le quart, son noyau est fermé. Si elle n'est pas continue, le noyau est dense dans E. Donc H est aussi dense dans E parce que c'est le translaté de quart de L de F. Quart de L. Donc si quart de L est dense, x0 plus quart de L est aussi dense dans E. Maintenant, la notion de demi-espace, on dira qu'une partie n de l'espace vectoriel E est un demi-espace fermé. Alors la fermeture, ça veut dire qu'il existe une forme linéaire G fermée, continue. G appartient à E', cette notation c'est pour les formes linéaires continues. Non nulles, et alpha tel que n, c'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que G de x supérieur ou égal à alpha. On peut aussi donner la définition, d'ailleurs c'est la même chose, on peut dire aussi G de x est inférieur ou égal à alpha. Parce que si vous vous contentez de cette définition, comment décrire un espace de la forme l'ensemble des x tel que G de x est inférieur à alpha? C'est ça avec la forme moins G, tout simplement. Donc on peut se contenter de cette définition. Mais vous allez voir que nous allons utiliser les deux propriétés. Donc un demi-espace, c'est avec une forme linéaire continue pour un demi-espace fermé, avec G de x supérieur à alpha quel que soit x, ou bien G de x inférieur ou égal à alpha quel que soit x. Alors maintenant, le théorème de Banach version géométrique. Soit A et B deux parties convexes disjointes non vides de E, bien noté, convexes, disjointes. L'une est fermée, A par exemple, fermée, B est compacte, alors il existe un hyperplan fermé séparant strictement A et B. Alors ce qui veut dire que, alors un hyperplan c'est l'ensemble des L d'x égale alpha. Donc A va être par exemple dans les L de x inférieurs strictement à alpha et B dans les L de x supérieurs à alpha. Ce sont des demi-espaces ici ouverts, évidemment. Donc
Alors, on dira, la conclusion de ce théorème avec les hypothèses que j'ai citées, il existe un hyperplan fermé séparant A et B. Plus précisément, il existe alpha et L qui définissent l'hyperplan, tel que quel que soit x appartenant à L de x est inférieur à alpha. D'accord? Et quel que soit x appartenant à B, L de x supérieur à alpha. Et l'hyperplan, il est entre les deux, c'est l'ensemble des x tels que L de x est égal à alpha. Alors pour le théorème d'un Banach version géométrique avec le cas complexe, donc on utilise les réels de forme linéaire, évidemment. Il n'y a pas d'inégalité sur le complexe, comme vous le savez. Soit un espace vectoriel normé sur R ou C pour les mêmes hypothèses, c'est-à-dire deux parties convexes disjointes, l'une est fermée qui a en l'occurrence ici et B est compacte ici. Alors il existe une forme linéaire phi sur E, telle que la séparation, c'est ainsi, donc sup, on peut dire quel que soit x appartenant à A, réel de phi de x, hein, et inférieur à alpha, inférieur à phi de y, quel que soit y appartenant à B. Ce qu'on écrit ainsi, sup de réel de phi de x appartenant à A, inférieur à l'inf de réel de phi de x, y appartenant à B. Et comme conséquence, le théorème de Minkowski, qui pour une partie convexe et fermée d'un espace vectoriel, dit quelle est l'intersection des demi-espaces fermés qui la contiennent. Voilà pour cette partie. Alors nous abordons maintenant la notion de réflexivité. Donc on va définir ce que c'est qu'un espace réflexif. Mais nous allons préparer maintenant le terrain. Donc on se met dans la situation d'un espace vectoriel normé sur R ou C. Et nous notons ainsi le dual de E, le dual de E', ce qui veut dire le bidual de E, le dual du dual. On appelle le bidual. Parce que E', n'oubliez pas que c'est un espace vectoriel normé aussi. Donc il admet un dual. Et c'est ça, son dual, qu'on appelle le bidual. Pour x appartenant à E, on définit un élément G de x du bidual. On le note comme ça, G de x. Ça n'a rien à voir avec une application G, mais comme c'est une notation G de x, pour simplifier, nous allons voir qu'il va avoir une autre appellation, grand J de x, lorsqu'on définira la fonction grand J. Alors, cette application G de x, c'est l'application, je dis pour l'instant application, en fait, elle sera une forme linéaire, de E' vers K, K c'est le R ou C, qui a un élément f de E' associe son image qui est f de x. Voilà, donc gx de f est égal à f de x. Alors, je viens de dire que ceci est une application, un élément du dual. Donc, c'est une forme linéaire. On va le vérifier. Alors, pour x fixé, il est facile de vérifier que g de x est linéaire. En effet, si vous mettez ici f plus g, vous aurez ici f de x plus g de x. La linéarité sera claire. Lambda, vous mettez un lambda, vous aurez un lambda qui sort ici. La linéarité est vraiment très claire dans ce cas-là. Elle est continue parce qu'on a cette image, c'est f de x, et par la continuité de f qui est un élément, n'oubliez pas, c'est un élément de E', alors c'est inférieur à la norme de f, norme de x. Du coup, on obtient que g de x est continu et sa norme est inférieure à la norme de x. Mais en fait, on a l'égalité. Ce g de x a la même norme que x. Montrons-le. Donc, on a inférieur ou égal déjà. D'après le corollaire 5,4, toujours le corollaire 5,4, il existe un élément f. Ah, ici, c'est pour x non nul. Parce que, qu'est-ce qu'on veut démontrer? On veut démontrer l'égalité. N'est-ce pas? Si x égale 0, c'est trivial. Pourquoi c'est trivial? Parce que si x égale 0,
cette application g de x, c'est f lui fait correspondre f de 0 égale 0. Donc elle est nulle et sa norme égale 0, comme x. Donc il y a égalité. Alors je me mets dans le cas où x est non nul. Si x est non nul, c'est là où la démonstration est intéressante. On a cette égalité toujours. Maintenant, si x est non nul, d'après le corollaire 5,4, il existe f appartenant à prime, tel que f de x égale norme de x et norme de f égale 1. Maintenant, vous êtes habitué à ce théorème, tellement on l'a utilisé au moins 3 fois dans cette séance. Alors, et toujours la même technique, norme de g de x, c'est le sup des images par f sur la boule unité, c'est l'ensemble des images de g de x sur la boule unité. Hein? F fait partie de la boule unité, donc ceci est supérieur à g de x de f, qui vaut exactement f de x, d'après la définition que nous avons vue dans la page précédente. Hein? Et f de x est égal norme de x grâce à ce f que nous avons obtenu par le corollaire 5,4. Ainsi, nous avons démontré l'inégalité dans l'autre sens. Ici, on a une égalité. Là, on a l'inégalité dans l'autre sens. Vous voyez, hein? Supérieur égal à norme de x. D'où l'égalité. D'ailleurs, on peut le démontrer, on va le voir tout à l'heure, par un corollaire que nous avons vu aujourd'hui. Le corollaire, il me semble, le corollaire 5,5. Ou 5,6. On verra. Alors maintenant, pour un x, nous avons obtenu un élément du bidual. Alors, on définit cette application qui à E fait correspondre g de x. Ce petit g de x, l'élément du bidual que nous avons décrit plus haut. Alors, que dit ce théorème? Cette application grand J, alors donc ça c'est, donc ce g de x c'est grand J de x. Tout à l'heure, je vous ai démontré, je vous ai dit que cette écriture petit g de x, on va dorénavant la noter grand J de x. Cette application est linéaire, continue et satisfait cette égalité. On peut dire linéaire, satisfait cette égalité, d'où la continuité. Et donc, c'est une isométrie de E sur J de E. Alors, pour la linéarité, je ne vais pas vous dire tout de suite que c'est évident. C'est un peu moins évident parce qu'il y a des applications, etc., etc. Alors, je prends, par exemple, deux éléments de E, un scalaire. Et je vais considérer cette image, qui est un élément du bidual. Donc, il s'applique sur les f de E'. Je prends f de E' quelconque. Par définition, c'est, si vous voulez, c'est petit g indice x plus lambda y de f. Donc, ce sera f de x plus lambda y. Par la linéarité de f, qui est un élément de E', c'est f de x plus lambda f de y. Et donc, c'est g de x appliqué à f plus lambda g de y appliqué à f. Mettons le f ici, donc cette application entière, par définition des applications. Alors je vois que cette application et celle-ci ont la même image sur le dual. Donc elles sont égales. Elles sont égales et on a la linéarité. Vous voyez, x, y de E quelconque, lambda quelconque, dans le corps k égale R aussi. Donc nous avons la linéarité. Alors maintenant, il suffit de montrer cette égalité pour avoir en même temps la continuité et isométrie. Quand c'est linéaire, il suffit de montrer ça. Il suffit pour avoir la continuité. Alors, j'ai dit que la linéarité est évidente, pas tellement. Hein, et on a, donc, d'après ce qui précède, norme g de x était, oui, on l'a déjà vu. Norme de g de x, c'est norme de petit g de x. Et nous avons démontré que c'est égal à norme de x. Donc, nous avons cette égalité-là. Et du coup, l'application linéaire est une isométrie et qu'elle est continue. Elle conserve la norme. Elle est continue. Et elle est injective. Parce que si g de x égale 0,
Ça veut dire que norme de x égale 0, donc x égale 0. Alors, c'est une isométrie de E sur J de E. Je n'ai pas dit sur le bidual. Je ne sais pas si elle est surjective. Alors, regardez comment on peut démontrer aussi cette égalité d'une autre manière, par le corollaire 5,6. Je doutais si c'était 5 ou 5,6 tellement il y a de corollaires. Alors, J de x, c'est la norme de J de x. Or, J de x, c'est quoi? Alors, J de x, la norme de J de x, c'est quoi? C'est le sup des images qu'elle prend sur la boule unité. Et ça, par définition, c'est f de x. Donc, nous avons ça. Et d'après le corollaire 5,6, rappelez-vous, nous avons trouvé une description de la norme grâce aux formes linéaires sur E. Donc, on a l'égalité tout de suite. Très bien. Alors maintenant, nous allons définir la notion d'espace réflexif. Alors, soit E, un espace vectoriel normé sur K égale R ou C, on dira que E est réflexif si J de E est égal le bidual. C'est-à-dire, autrement dit, si J, cette application grand J, est surjective. On sait qu'elle est continue, qu'elle est linéaire, qu'elle est injective, que c'est une isométrie. Si elle est surjective, alors on a une isométrie de E sur le dual. Et par conséquent, théorème 5,7, si E est un espace vectoriel normé, alors c'est un Banach. Pourquoi? Parce que s'il est isométrique au bidual, un dual, c'est toujours un espace de Banach. Rappelez-vous, chapitre 1, parce que c'est quoi ça? Un dual, par exemple, c'est quoi? Un dual de F. C'est L de E vers le corps K. Nous avons dit que si l'espace d'arrivée est un Banach, L de F, K sera aussi un Banach. Le corps K est un Banach parce qu'on travaille avec K égale R ou C. Donc, le bidual est un Banach, puisque E est isométrique au bidual, c'est aussi un Banach, à condition qu'il est réflexif. Pour avoir l'isométrie, il est réflexif. Voilà, donc, quelque chose de très important, un espace, un EVN réflexif est toujours un Banach. Voilà, si E est réflexif, E est isométrique au bidual. Le dual topologique. Quand j'ai dit dual, toujours topologique. On fait de l'analyse fonctionnelle, on parle de dual topologique, pas de dual algébrique. Alors, le dual topologique d'un espace d'un EVN sur K égale précis, sur K égale R ou C, parce que ce sont des Banach, est un Banach et par suite E est un Banach. Maintenant, des exemples d'espaces réflexifs, le théorème 5,8, tout espace vectoriel normé de dimension finie est réflexif et un espace de Hilbert est réflexif. Ce 2, on va y revenir dans une séance comme exercice, mais ici la démonstration de elle est évidente. Pourquoi? Parce que si E est de dimension finie, son dual est aussi de dimension finie et il a la même dimension. Et le bidual également. Même dimension, il est de dimension finie. Et on sait que J est injectif entre deux espaces E et le bidual qui ont la même dimension, donc toute application injective entre deux espaces vectoriels normés qui ont la même dimension est aussi bijective, et donc G est bijectif. Par conséquent, E est un EVN réflexif s'il est de dimension finie. Et pour Hilbert, on y reviendra dans un exercice. Alors maintenant, nous allons parler des modes de convergence. En fait, nous allons introduire une notion qui est la convergence faible. Alors jusqu'à présent, lorsqu'on a un espace vectoriel normé, nous avons défini la convergence d'une suite comme étant ceci. Limite de norme de xn moins x égale 0, comme on fait dans les espaces métriques. Ça, si vous voulez, c'est la distance de xn à x
dans E, un EVN, qui est aussi un espace métrique pour cette distance d de xy égale nombre de x moins y. Donc ça, c'est la convergence que l'on connaît. Comment on dit? On dit une convergence forte ou bien convergence en norme. Et on la note comme ça, comme on a eu l'habitude de la noter toujours. C'est la convergence que nous avons vue jusqu'à présent et que nous connaissons. Maintenant, nous allons définir un autre mode de convergence que nous allons appeler faible. Alors, comme son nom l'indique, il est plus faible que la convergence forte. Autrement dit, si xn converge vers x, elle va converger faiblement. D'abord, qu'est-ce que c'est que convergence faible? Une suite dans un EVN, c'est-à-dire un espace vectoriel normé, est dite faiblement convergente si f de xn converge vers f de x pour toute forme linéaire sur E. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez cette définition, on la donne sans parler de topologie faible, qui n'est pas au programme de la licence de mathématiques, mais que nous pouvons voir plus loin, dans un programme d'analyse fonctionnelle dans le master. Alors, voilà, donc on définit la convergence faible d'une suite sans parler de topologie faible sur le dual. Parce que sur le dual, on peut définir une topologie qui s'appelle la topologie faible et la convergence de xn vers x pour la convergence, donc, explique ce que c'est que la topologie faible. Alors, donc, xn est dite faiblement convergente si fxn converge vers f de x, quel que soit f appartenant à E'. La notation, c'est comme ça. Ça vous paraît bizarre un petit peu. W, ça veut dire faible, weak en anglais, ou bien avec une flèche un petit peu non complète. Hein? Donc, xn. Je préfère cette notation parce qu'elle est beaucoup plus claire. Ici, on peut ne pas voir très bien si elle est mal écrite. Donc, ça, c'est beaucoup plus clair. Donc, voilà la notation que nous allons aborder que nous allons adopter plutôt pour désigner la convergence faible. Alors, la définition est claire et nette. Xn converge faiblement vers x si f de xn converge vers f de x pour toute forme linéaire sur. Alors, on a cette proposition. D'abord, comme toute convergence, la limite est unique. On l'appelle la limite faible. Si xn converge vers x faiblement, ce x, on l'appelle limite faible. Elle est unique. Une suite ne peut pas converger vers deux limites différentes, comme toutes les convergences que nous connaissons. Toute suite de xn, toute sous-suite de xn, si xn converge faiblement, si elle a une sous-suite, elle converge aussi faiblement vers la même limite. Et si la suite converge faiblement, alors elle est bornée. Elle est bornée. Pour l'instant, on ne parle pas de réciproque. Est-ce que la convergence faible implique la convergence? On sait tout simplement, on parle simplement de quelques propriétés de la convergence faible. Démonstration. Alors, supposons que xn converge faiblement vers x et y. Alors, d'après la définition, f de xn converge vers f de x, quel que soit f appartenant à E', et f de xn converge vers f de y, quel que soit f appartenant à E'. Mais cette convergence, elle est où? Elle est dans le corps K, qui est R ou C. Une suite qui converge vers deux limites, elles sont égales. Il n'y a pas il y a une seule limite. Donc, la convergence d'une même suite vers deux limites, en fait, ces limites sont égales. Parce que c'est l'unicité de la limite dans le corps K. Ainsi, f de x égale f de y, quel que soit f appartenant à E'. Et pourquoi x égale à y? Alors, rappelez-vous maintenant le corollaire 5,5 où nous avons résumé ça en disant que E', le dual, sépare les points. Autrement dit, si pour deux points, vous avez l'égalité des images pour toute forme linéaire, alors ces deux points sont égaux. Ainsi, nous obtenons x égale y. Très important. Comment on fait pour démontrer? E' sépare les points. On va venir sur le corollaire 5,5 pour voir ça. Peut-être qu'on va jeter un coup d'œil là-dessus. Corollaire 5,5. Le voici. Voici ce corollaire. Qu'est-ce qu'il dit?
pour tout espace vectoriel E, E' sépare les points. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel que soit X, quel que soit Y, si s'ils sont différents, on peut les séparer par une forme linéaire. Or, dans la convergence faible, maintenant, nous avons vu que G de X égale G de Y, quel que soit G appartenant à E'. Donc, ils sont égaux. Et ceci, on peut l'exprimer ainsi. Si G de X égale G de Y, quelle que soit la forme linéaire sur E, alors ils sont égaux. C'est ce que nous avons vu ici et utilisé. Deuxième propriété, si on prend une suite Xn d'une suite Xn qui converge faiblement. Alors, convergence faible de Xn, ça veut dire ça. Or, f de x phi de n, c'est une sous-suite de f de xn. Dans le corps, puisque celle-ci converge vers f de x, et bien l'autre, la sous-suite, fait la même chose. Elle converge vers f de x. Ainsi, quel que soit f appartenant à prime, ce qui veut dire que x phi de n converge faiblement vers la même limite, petit x. Alors, pour borner, c'est ça qui est moins évident. Supposons que f de xn est, supposons que xn converge faiblement. C'est d'ailleurs l'hypothèse de la proposition. Alors, nous allons montrer que xn est une norme, et la norme de xn est bornée, ou ce qui veut dire xn est borné. Puisque xn converge faiblement, alors f de xn converge vers f de x, un nombre f de x, l'image de sa limite qui est x. Mais puisqu'elle converge, elle est bornée. Elle est dans C ou R. Si elle converge, elle est bornée. Pour tout f appartenant à E'. Donc, elle est bornée par une constante qui dépend de f, en appelant xc de f, tel que f de xn inférieur à cf. Là, c'est le module dans C ou bien la valeur absolue dans R. Quel que soit n. Alors, nous allons appliquer le théorème de Banach-Steinhaus. Nous avons les Gn. On définit le Gn de f par ça. Ça, on l'a déjà vu. Rappelez-vous, un peu plus loin, nous avons noté ça, G indice Xn de f. Donc, c'est une application, c'est une forme linéaire sur le dual. On l'a déjà vu. Gn est noté Gxn dans la définition 5.4. Donc, je vous rappelle. Et nous avons vu que ce G de Xn est une forme linéaire sur le dual E' qui a la même norme de Xn. Alors maintenant, appliquons le théorème 4.3, c'est-à-dire Banach-Steinhaus. E' est un espace de Banach, je l'ai dit tout à l'heure. Gn est une suite de formes linéaires dans son dual, dans le dual de E', qui est borné pour chaque f fixé. Borné. Hein? Par le théorème de Banach-Steinhaus, il existe C qui borne uniformément, indépendamment de f. Norme de Gn est inférieure à une constante C. Or, norme de Gn est précisément norme de Xn, d'après la preuve du corollaire 5, 6, toujours. Donc, nous avons le résultat. Donc, norme de Xn, on peut le mettre ici, est inférieure à C, quel que soit n. Et la suite, la norme de Xn est bornée. Alors, dans un espace de Hilbert, les formes linéaires ont une forme bien connue, c'est ça. Donc, dire qu'une suite converge faiblement, ça veut dire que son image par une forme linéaire, il n'y a pas d'autre forme. D'après le théorème de représentation de Riesz, toutes les formes linéaires ont cette forme-là. Donc, ça veut dire xna tend vers xa. Au moins ici, la définition est claire et nette. Quel que soit A appartenant à H, on a ceci. Les formes linéaires sont toutes décrites de cette manière-là. Alors, pour le théorème de Hilbert, il y a des choses. Non, toujours dans un EVN. Mais on a donné la définition parce qu'elle est un petit peu particulière, étant donné que dans un Hilbert, les formes linéaires ont une forme bien particulière.
grâce au produit scalaire. Alors, dans le cas général sur n fait n, si x, alors ça, maintenant, on parle de la réciproque. D'abord, si xn converge en norme, alors elle converge faiblement. La réciproque est fausse. Malheureusement, on n'a pas l'équivalence. Autrement dit, on aura une seule notion. Si dim de E est inférieur à plus l'infini, alors là, oui, si la dimension est finie, la convergence en norme et la convergence faible coïncident. Preuve. Si xn converge en norme par la continuité de f de xn converge vers f de x, quel que soit f appartenant à prime. Et c'est ça. Xn converge vers x faiblement. Alors la réciproque, pour démontrer qu'elle est fausse, il suffit de trouver une suite qui converge faiblement, mais qui ne converge pas en norme. Alors, rappelez-vous, on prend l'espace de Hilbert, un espace de Hilbert quelconque, qui a une base hilbertienne. Il n'est pas quelconque, il a une base hilbertienne dénombrable. Alors, quel que soit f appartenant à h', il existe A, toute forme linéaire sur h est définie comme par cette écriture, avec LA de x et x, produit scalaire de x avec A. Ça, j'ai eu l'habitude dans mon cours de la noter LA. Bon. Donc, toute forme linéaire s'exprime sous cette manière-là. Alors, d'après l'égalité de Parseval, nous avons ceci. La somme des modules de En produit scalaire avec A au carré est égale à norme de A au carré. Ce qui veut dire que cette série, puisqu'elle est convergente, son terme général tend vers 0. Et le terme général, c'est ça. S'il tend vers 0, également, En, virgule A, produit scalaire, tend vers 0, quel que soit A. Donc, la suite En tend vers 0 faiblement. Rappelez-vous ce que nous avons vu tout à l'heure. Xn converge vers X faiblement dans un Hilbert si Xn, virgule A, converge vers XA, produit scalaire XA, quel que soit appartenant à H. C'est ce que nous avons ici. Donc, En converge vers 0. En, c'est quoi? C'est la base hilbertienne de cet espace. Une base hilbertienne de cet espace. Mais vous savez qu'une base hilbertienne, c'est une famille orthonormale. Donc, les normes de N, c'est 1. Et la norme de N égale 1 ne peut pas tendre vers 0. Donc, En ne tend pas vers 0. En, norme de N tend vers 1. Si En tendait vers 0, la norme ferait la même chose. Norme de N tendrait vers 0, ce qui n'est pas le cas. Ça, c'est vrai parce que En est une base hilbertienne, elle est orthonormale. Ainsi, nous avons trouvé un exemple. Et évidemment, il est très particulier, mais c'est un exemple qui montre que la convergence faible n'implique pas en général la convergence en norme. Le dernier point, c'est quoi le dernier point? Si E est de dimension finie, convergence faible et convergence en norme coïncident. On sait que cette implication dans ce sens est vraie. Alors donc nous allons supposer que Xn converge faiblement et nous allons montrer qu'elle converge en norme. Dimension finie, ça veut dire que E admet une base. Je la note E1, etc. ES sur E. Ici, nous sommes dans un autre contexte. Ce n'est pas la même chose qu'ici. Donc, c'est une famille finie parce qu'il est de dimension finie. Tout élément de E s'exprime ainsi avec ses composantes que je note xi. Et si je prends une suite xn de E qui converge faiblement, alors, tout élément, ce xn, est un élément de E, chaque xn. Donc, il va s'exprimer avec des composantes. Alors, pour ne pas confondre l'indexation de la suite avec l'indexation des composantes dans l'espace E, donc j'ai mis l'indexation des composantes en bas et l'indexation de la suite en haut. Donc, cet élément xn, c'est un élément de E, donc il a S composantes, vous voyez, et il converge faiblement vers un élément de E qui a aussi S composantes, notées ainsi. Puisqu'elles convergent faiblement, vous savez que les projections, c'est quoi la projection? C'est l'application linéaire que chaque x fait correspondre sa composante numéro i. Pi,
c'est la projection qui à x fait correspondre sa composante numéro i, xi. Alors ces éléments sont des éléments du dual, et d'ailleurs, elles forment une base du dual. S composante forme une base du dual, qui est lui-même de dimension finie. Par conséquent, d'après le fait qu'elles convergent faiblement, alors l'image de xn, p de xn, c'est quoi? C'est xni, va converger vers pi de x, qui est xi. Donc, pour chaque i fixé, xn, pi de xn, c'est-à-dire xn indice i, converge vers xi. Et maintenant, la norme de xn moins x. J'ai pris une norme, la somme des normes de chaque composant. Vous savez que sur un espace de dimension finie, on peut choisir plusieurs normes. Le sup, la somme, la norme euclidienne. Moi, j'ai choisi cette norme. Chaque xn moins xi tend vers 0. Mais ici, on a un nombre fini. On peut dire ceci est inférieur à epsilon pour un supérieur à ni. On prend le sup des ni et on aura pour n supérieur à m, tout le monde ici est inférieur à epsilon. Donc chacun est inférieur à epsilon sur s. Si je fais la somme, j'aurai epsilon. Donc ici, nous avons une somme finie de suites qui tendent vers 0. Alors ça tend vers 0. Et donc on l'a bien. Alors vous allez me dire, monsieur, vous avez choisi une norme bien particulière. Je vous dirai que dans un espace de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Et par conséquent, s'il y a convergence en norme pour une norme donnée, il y a convergence vers 0 pour toutes les normes de cette suite xn moins x. Parce que E est de dimension finie. Voilà, j'ai terminé mon cours ici. Et il y aura d'autres séances pour des exercices et des corrections d'examen des années précédentes. Je vous remercie.